Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre. Vous êtes nombreux à vous être connectés à cette formation en ligne. Nous avons passé la barre des 200 participants en direct. Donc merci une fois de plus pour ceux qui sont des habitués de ce rendez-vous de formation en ligne et bienvenue à tous ceux qui vont vivre cette expérience pour la première fois. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de participer à la rencontre virtuelle FLE animée par Monsieur Michel Billière, professeur honoraire des universités en sciences du langage et qui est surtout connu pour son blog Au son du FLE. Donc merci à lui d'intervenir pour la première fois avec nous en ligne. Pendant la session, donc comme je vous le disais, vous allez pouvoir utiliser une fenêtre de questions-réponses qui va s'afficher sur votre écran. Donc vous pourrez envoyer toutes vos questions par écrit. Nous nous chargerons de les regrouper et de les transmettre à Monsieur Billière en fin de session. Donc je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Monsieur Billière et on se retrouve dans 45-50 minutes pour les questions-réponses. À tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je suppose que là, Bonjour à tout le monde. Je suppose que là, je suis à l'écran. Voyons, je regarde. Oui, théoriquement. Je tiens à vous remercier toutes et tous d'être connectés pour subir un exposé sur la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Déjà, quand on voit un titre pareil, il faut être motivé. Et avant de commencer, j'en profite également pour remercier de tout cœur la très sympathique et très dynamique équipe de la Maison des Langues qui me donne l'opportunité d'intervenir sur un problème lié à la correction phonétique du français langue étrangère. Nous allons donc parler de méthode verbotonale d'intégration phonétique. Donc le titre déjà est un titre qui n'est pas très sexy comme je vous le disais, et nous abordons le problème de la phonétique corrective. Et il nous faut d'abord planter le décor avant de véritablement entrer de plein pied dans le domaine de la méthode verbotonale. Nous allons parler de phonétique corrective. Bon, le terme phonétique corrective n'est pas très sympathique. Phonétique corrective, correction phonétique, c'est un terme qui est consacré par l'usage, donc je vais le conserver, même si personnellement j'aurais préféré parler de phonétique à visée didactique du FLE. J'emprunte ceci à ma très chère collègue Laura Abouedar. Je pense que c'est plus sympa, mais encore une fois, je conserve donc l'expression phonétique corrective. Et dès qu'on parle phonétique corrective, l'atmosphère devient lourde, les cœurs se mettent à battre, parce que la phonétique corrective, on sent très volontiers que c'est un nid de problèmes. Alors on va voir un peu ce qui se passe. Phonétique corrective, sa simple évocation provoque chez beaucoup de personnes, que ce soit les profs ou que ce soit les élèves d'ailleurs, soit une sorte de découragement, voilà la phonétique encore, soit de la colère, ras-le-bol, mais qu'est-ce qu'ils nous ont nous casser les pieds avec cette matière, soit carrément de la frayeur, ah phonétique corrective, etc. Parce que effectivement, globalement, la correction phonétique a mauvaise réputation. Commençons par les profs. Mauvaise réputation, pourquoi? Parce que le prof peut effectivement être plein de bonne volonté. Il fait faire consciencieusement les exercices qui sont proposés dans plusieurs manuels. Vous savez que régulièrement, des manuels de français langue étrangère sortent, des manuels de phonétique de français langue étrangère sortent. Il y a des exercices qui se ressemblent d'ailleurs énormément d'un manuel à l'autre, ça c'est une autre question. Le prof fait faire ces exercices, ça ne marche pas, d'où le découragement de l'enseignant, d'où également peut-être aussi l'impression de, comment dire, de perdre la face devant les élèves, c'est pas évident. Donc faire de la correction phonétique, c'est ressenti par beaucoup de profs comme étant quelque chose d'ingrat, de pas sympathique. C'est un terrain qui est truffé de pièges et l'enseignant préfère s'en retourner vers des domaines mieux balisés tels que
l'enseignement du lexique, l'enseignement de la grammaire, l'interculturel, le sacro-saint interculturel, que le cadre, veuillez bien m'excuser, j'ai failli l'oublier. Et de toute façon, le prof va dire, bof, la phonétique, soit ça m'intéresse pas, ce qu'il a le droit de dire, soit j'ai un programme tellement chargé que je ne sais pas où caser un cours de phonétique. Bref, l'enseignant, très souvent, a tendance à botter en touche. Et cette mauvaise réputation de la correction phonétique, on la retrouve également chez beaucoup d'élèves. Vous avez des élèves qui en ont par-dessus la tête de devoir répéter des mots, des mots isolés ou des mots dans de courtes phrases. Ces courtes phrases sont complètement décontextualisées, elles ne sont pas intéressantes. L'élève a beau répéter, il n'entend pas ce qu'il produit. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Si jamais il n'y a pas de prof à ses côtés, l'élève est complètement livré à lui-même et il va vite se dépêcher, de terminer les exercices. En même temps, encore une fois, l'élève, il en a parfois véritablement par-dessus la tête de se livrer à une activité dont il sent qu'il ne fait pas de progrès. Ça ne marche pas, la correction phonétique. Donc, matière, encore une fois, pour laquelle il y a beaucoup de suspicions, tant de la part des élèves que de la part de l'enseignant. Alors, on m'a demandé pour cette première vidéoconférence de vous présenter la méthode verbotonale d'intégration phonétique, et même un nom pareil, ça ne peut que provoquer la frayeur, l'angoisse, les battements de cœur. Je vous devine tous derrière votre écran, mais de quoi il va nous parler, le monsieur? Pas de panique, hein. Je vais essayer d'abord de vous expliquer cette dénomination étrange, pourquoi cette méthode de correction phonétique est appelée méthode verbotonale d'intégration phonétique. Alors je me penche beaucoup vers l'écran, c'est que j'ai une très mauvaise vue, ceci expliquant cela. Alors, on va d'abord expliquer le terme verbotonal. Donc, le terme verbotonal, pour cela, il nous faut revenir à Zagreb, capitale à l'époque de la Yougoslavie. Nous sommes au début des années 50 et nous sommes dans le laboratoire de phonétique de l'université de Zagreb où s'active un monsieur qui s'appelle Petar Guberina, et le professeur Guberina a une double casquette. D'une part, c'est le directeur du laboratoire de phonétique de l'université de Zagreb. D'autre part, il est professeur au département de français de la même université. Guberina étant parfaitement francophile et francophone. Et Guberina, en tant que phonéticien, est chargé par le gouvernement yougoslave de venir en aide aux personnes qu'on appelait à l'époque des durs d'oreille. On n'utilisait pas le mot sourd, hein, c'était péjoratif. Donc à l'époque, on appelait ces gens-là des durs d'oreille. Aujourd'hui, on dit malentendants. Et ces personnes dures d'oreille, pourquoi y en a-t-il beaucoup dans la population yougoslave? C'est une des conséquences des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Énormément de gens ont des problèmes d'audition plus ou moins sévères, et Guberina est chargé de trouver des solutions. En même temps, Guberina est donc prof de français, et il remarque que ses élèves, quand ils parlent français, commettent des erreurs phonétiques, mais ça n'est pas n'importe quoi, ce sont des erreurs systémiques, telles que par exemple, le U est prononcé OU, le E va être prononcé E, si mes mesures sont exactes, etc. Je vois qu'il y a une question qui arrive. Je n'arrive pas à vous lire, hein, j'oublie tout de suite, donc on verra ça tout à fait à la fin. Donc, où en étais-je? Je vous disais, voilà, donc Guberina remarque effectivement que les malentendants, aussi bien que les élèves qui apprennent une langue étrangère, n'entendent pas certains sons. Guberina et ses collaborateurs, dans ce petit local qu'est le laboratoire de phonétique, se livrent à un tas d'expérimentations. Ce sont des bidouilleurs, c'est-à-dire ils construisent des machines, un engin bizarre qu'on appelle le SUVAG. Enfin, il y a pas mal de choses qu'ils font. Ils font passer plein de gens à ces machines. Donc il y a un public d'une part de malentendants, de durs d'oreille, et il y a également un public d'étudiants de français. Et Guberina, au terme de pas mal d'expérimentations, va dire ceci:
Voilà, ben finalement, il faut qu'on rééduque l'oreille de ces gens-là. Alors j'ai marqué la rééducation de l'oreille entre guillemets, parce que c'est donc l'expression qu'utilise Guberina. En réalité, bien sûr, ce n'est pas l'oreille qui est rééduquée, c'est le cerveau. Alors, que se passe-t-il? Que fait Guberina? Enfin, que font Guberina et ses collaborateurs? Guberina et ses collaborateurs font passer tant pis j'emploie le mot, à leur cobaye, des tests, notamment des tests de perception auditive. Est-ce que la personne entend bien ou non? Je pense que vous avez passé ce genre de test, qui est un test purement perceptif. On vous demande de mettre un casque et on vous envoie dans l'oreille certaines fréquences qui sont calibrées. Et au moment où vous entendez un son du genre on vous demande de lever la main, vous levez la main et l'expérimentateur note à quel moment, ou plus exactement, note pour telle ou telle fréquence, à combien de décibels vous avez entendu la dite fréquence. Alors, Guberina dit, bon, ce genre de test, qui je le répète est purement perceptif, quelque part, c'est un test qui est un peu aberrant, parce que le son qu'entendent les personnes, quand elles entendent cette espèce de c'est ce que l'on appelle un son pur, qui est généré par la machine. Les sons purs n'existent pas dans la nature. Donc Guberina dit ceci, mais écoutez, nous, quand on fait des tests d'audiométrie, c'est-à-dire de sensibilité de l'oreille, on va certainement pas utiliser des sons artificiels. Dans tous les cas, on va utiliser des stimuli de parole, des syllabes, des mots isolés, etc., etc. Or, la parole en latin se dit verbum. Tiens, tiens, tiens. On voit pourquoi il y a déjà verbaux. Et alors, tonal, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Guberina remarque très rapidement que les malentendants, comme les élèves étudiant une langue étrangère, sont très sensibles aux variations tonales. Aujourd'hui, on dirait aux variations de hauteur. Bon, variation de hauteur, je vais prendre la voyelle I et je vais vous faire plusieurs variations de hauteur. Etc. Voilà, ce sont des variations tonales, des variations de hauteur. Et Guberina considère que, effectivement, ces variations de hauteur doivent être systématiquement prises en compte, alors que les méthodes classiques d'audiométrie n'en font absolument aucun cas. Donc vous avez l'explication de verbotonal. Ensuite, je vous parle d'intégration phonétique. Alors c'est quoi l'intégration phonétique? L'idée, c'est que le système verbotonal d'intégration phonétique concerne l'ensemble de l'individu. Ce n'est pas uniquement l'oreille qui est rééduquée, mais la correction phonétique s'applique, encore une fois, à l'individu dans son entièreté. On verra tout à l'heure dans la présentation qu'il s'agit d'une phonétique polysensorielle. Et si je devais utiliser un terme à la mode, je dirais qu'il s'agit d'une perception holistique. C'est-à-dire tous les sens de l'individu, tous les sens de l'apprenant sont concernés. Alors je dis tous les sens de l'apprenant parce que je ne vais pas vous parler d'orthophonie verbotonale, je vais naturellement traiter de la méthode verbotonale d'intégration phonétique appliquée au français langue étrangère. Bien, donc là je pense que vous voyez quand on sait de quoi il en retourne, méthode verbotonale d'intégration phonétique, ça perd un peu de son mystère. Hein, ça devient même trivial, je sens que certains d'entre vous êtes déçus même. Mais allons plus loin et voyons dans une salle de classe quels sont les outils que le prof a à sa disposition s'il veut se lancer dans la correction phonétique. Au tout début du français langue étrangère, c'est-à-dire en 1960, avec la première méthode audiovisuelle voix-image de France, une méthode du courant SGAV, Structuro-Global Audiovisuel. Donc, pendant cette méthode audiovisuelle, la méthode verbotonale fait ses débuts. Et quand vous lisez la préface de la méthode, vous voyez à quel point le rythme, l'intonation, c'est absolument essentiel, etc. Vous vous dites, waouh, ça c'est publié dans les années 60, alors que dans les années 60, les linguistes structuralistes considéraient par exemple que l'intonation ne relevait pas de la linguistique, mais relevait de la psychologie.
Pourquoi? Ben, entre autres, je dis bien entre autres, parce que l'intonation sert à traduire les états d'âme du sujet, son état psychique, etc. Alors que dans cette méthode de FLE, on dit attention, le plus important finalement dans une langue étrangère, c'est la bonne appréhension du rythme et de l'intonation. Donc cette méthode déferle sur la didactique du français langue étrangère dès le tout début des années 60, et elle repose sur un postulat, la perception prime sur l'articulation. En d'autres termes, cela signifie que si jamais nous prononçons mal, nous articulons mal, c'est que au départ, nous entendons mal. Je vais y revenir. Et en face de la méthode verbotonale, vous avez l'approche articulatoire. L'approche articulatoire, elle a traversé tout le XXe siècle, il n'y a strictement rien qui a changé. Vous prenez un bouquin des années 50, 60, 70, 80, 2000, 2010, etc. C'est toujours la même chose que vous avez à l'intérieur de ce bouquin. À l'intérieur de ces bouquins, pardon. Et alors pourquoi je parle d'approche et pas de méthode? Parce que l'approche articulatoire ne repose sur aucune méthodologie. L'approche articulatoire, le prof comme l'élève sont prisonniers des consignes. Écoutez, répétez, lisez, mettez une petite croix là, soulignez tous les mots ou tous les sons, ou pardon, soulignez toutes les lettres où apparaît le son U, etc., etc. Ça, ce n'est pas une méthodologie, ce sont simplement des consignes. Mais la méthode, pardon, lapsus infernal, l'approche articulatoire repose sur un postulat, l'articulation prime sur la perception. En d'autres termes, ça veut dire que l'élève doit savoir, je dis bien doit savoir, comment positionner correctement les organes articulatoires afin de produire un son convenable dans la langue étrangère. Bon, je vais avoir l'occasion à certains moments de revenir sur certaines de ces choses. Alors, je vois que j'ai quelque chose d'écrit. Pour le moment, si vous voulez, je regarderai un peu plus loin. J'arrive pas. Excusez-moi, je n'arrive pas à lire et puis c'est terriblement déconcentrant. Donc, bon, je continue. Alors. Quels sont les outils du prof? Donc, disais-je, ce sont ces deux méthodes qui se battent en duel depuis les années 60, avec une remarque du temps glorieux de la didactique du FLE, les années 60, 70 et un peu les années 80. Les deux méthodes se regardaient en chien de faïence. Il y avait un côté très manichéen entre les verbotonalistes d'un côté et les articulatoristes de l'autre. Depuis, ça s'est calmé. Maintenant, bon, tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Et de toute façon, il faut être pragmatique. Même si la méthode articulatoire est infiniment moins puissante et moins variée que la méthode verbotonale, il y a quand même des trucs à prendre dans cette méthode. Et quand vous êtes dans une classe, tous les coups sont permis, y compris articulatoires, pour obtenir le résultat souhaité. Donc, on ne se gêne pas. Mais peut-être que ça va revenir dans la discussion. Je passe à la diapositive suivante et je me pose la question, finalement, qui est logique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on décide sur les problèmes phonétiques en langue étrangère L2? Sont-ils d'ordre articulatoire, c'est-à-dire moteur? S'agit-il d'un positionnement inadéquat des organes dits de la phonation quand on parle une langue étrangère? Quelque part, ça peut se comprendre. Est-ce qu'il s'agit, comme le disent les verbotonalistes, de problèmes essentiellement auditifs, à savoir qu'on articule mal parce qu'au départ, on a mal entendu les sonorités de la langue étrangère? Très bien. Ne serait-il pas plus raisonnable, finalement, de se dire, peut-être que c'est un mélange des deux, et que pour, par exemple, tel étudiant, le problème sera davantage auditif, alors que pour un autre, ce sera un problème davantage articulatoire? Pourquoi pas? Bon, maintenant, si on veut quand même donner une réponse, on peut quand même se dire que la recherche nous donne des éléments de réponse. À savoir que lorsque nous parlons, de même lorsque nous écoutons, le cerveau manipule trois sortes de représentations et ces représentations sont manipulées simultanément.
Ça, c'est très important de le comprendre. Lorsqu'on fait de la recherche en psychologie cognitive ou en psycholinguistique, l'unité de mesure dès qu'on s'occupe du cerveau, c'est la milliseconde. Donc les traitements que vous avez à l'écran, les représentations que vous avez à l'écran, sont véritablement manipulées en contiguïté temporelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes en train de m'écouter. Eh bien, il y a une représentation acoustique des sonorités que vous êtes en train qui arrivent, enfin qui commencent à se fixer dès la cochlée. Après, il y a des traitements ultérieurs assez compliqués. On peut considérer que ces traitements auditifs entraînent une représentation motrice, c'est-à-dire que il y a une sorte de trace articulatoire que ces sonorités vont entraîner pratiquement automatiquement. Le fait d'entendre des sonorités entraîne des gestes articulatoires correspondants. Et ces gestes articulatoires, quand il s'agit de la langue maternelle, pas trop de problème. Quand il s'agit d'une langue étrangère, waouh, là, le problème peut surgir. Et en même temps, il y a donc une représentation gestuelle. Pourquoi? Parce que aucune langue n'utilise la totalité de l'espace articulatoire qui est à disposition chez l'humain. Juste pour vous donner une idée, dans des manipulations en phonétique expérimentale, on va dire voilà, ce qu'on appelle le chenal vocal. Le chenal vocal, c'est ce qui vient au sortir de la glotte, donc à l'intérieur du larynx. La glotte, c'est l'écartement entre les cordes vocales. Au sortir de la glotte, jusqu'à l'expiration de l'air par la bouche et par les fosses nasales. On considère, on va dire, voilà, ce tube en question, c'est un tube de 17,2 cm, c'est l'étalon, et on va dire, ben, d'une langue à l'autre, il y a des espaces dans ce tube qui vont être utilisés, et d'autres pas du tout. Bon, pour donner un exemple que les francophones comprendront immédiatement, si je compare par exemple le français et l'arabe, il y a en arabe des sons, des consonnes que l'on appelle des consonnes pharyngales, c'est-à-dire qui sont produites dans l'arrière-gorge. En français, il n'y a aucune consonne produite à l'intérieur de cet espace. Attends, je regarde, pardon, parce que je vois des choses bizarres qui arrivent sur l'écran. Je suppose que tout va bien. Bon. Donc, cela veut dire que systématiquement, quand vous entendez quelqu'un ou bien quand vous parlez, ces trois sortes de représentations sont activées simultanément et le cerveau a toute liberté pour passer d'une représentation à une autre. Donc, mine de rien, c'est important de le savoir parce que ça donne quand même un certain espace de liberté au prof. Ça le libère d'une conception trop dogmatique véhiculée tant par la méthode articulatoire, tant par l'approche articulatoire que par la méthode verbotonale. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que lorsque vous êtes dans un univers sonore familier, l'univers sonore familier, c'est celui de votre langue maternelle, ou bien si vous êtes né dans un milieu multiculturel, c'est-à-dire si dès la naissance vous êtes exposé à plusieurs langues dans votre environnement, eh bien ça constituera votre univers sonore familier global. En principe, dans cet univers sonore familier, il n'y a aucun problème. Je vous prie de m'excuser, je ne sais pas s'il y a du bruit que vous entendez. Je vais juste demander qu'on coupe le son là-bas. Je reviens. Voilà, je suis revenu, veuillez m'excuser. Je disais donc que dans un univers sonore familier, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire que les gens qui appartiennent à une même communauté linguistique, qui appartiennent, pour parler comme certains, à une même langue culture, perçoivent grosso modo les sonorités de cette langue sensiblement de la même façon. D'accord? C'est tout simplement culturel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que
Bon, bien sûr, ils perçoivent sensiblement de la même façon parce qu'il va y avoir des problèmes liés à la variation, ben, par exemple les fameux accents régionaux. Mais je suis toulousain, je suppose qu'il y a des francophones qui m'écoutent et de plusieurs endroits de la francophonie. Théoriquement, vous devez vous dire, oh, celui-là est de Toulouse, mais malgré tout, vous me comprenez, que vous soyez canadien, belge, suisse ou venant d'un autre pays francophone. Bien. Par contre, lorsque vous passez à une langue étrangère, donc ici noté à L2 ou bien L3, donc une première langue étrangère, une deuxième langue étrangère, pardonnez-moi, il y a une petite erreur sur l'écran, ça aurait été L2 ou L3. Le problème, c'est qu'une langue étrangère, il n'y a plus rien de familier. Ça veut dire que tous vos repères sont complètement chamboulés. Entrer dans une langue étrangère, c'est pénétrer dans un univers sonore qui n'a rien de commun, absolument rien de commun, avec l'univers sonore de votre langue maternelle. Donc tous vos repères sont chamboulés et le système auditif est piégé en permanence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre système auditif a un plus et un moins. Le plus, le système auditif est un fantastique décodeur sémantique. Bah oui, dès que vous entendez quelqu'un parler, vous savez si c'est un homme, une femme, un enfant. Vous pouvez deviner si cette personne vient de Paris, de Bruxelles, de Toulouse, du Québec. Vous avez également des indications, pourquoi pas, sur son appartenance culturelle ou bien son appartenance sociale. Et il y a également d'autres renseignements que fournit l'individu, d'autres indices en quelque sorte, tels que par exemple son état psychique ou encore même son état de santé. Donc, le système auditif d'un point de vue décodeur sémantique est quelque chose de fantastique. Par contre, et malheureusement pour nous, le système auditif est un très mauvais analyseur acoustique. Finalement, les sons, c'est quoi? Les sons de parole, il y a trois paramètres physiques qui interviennent, la fréquence, la durée et l'intensité, la force sonore, plus un autre paramètre qui est le timbre, puisqu'il s'agit de sons de parole. Eh bien voilà, mettons, il y a ces quatre paramètres. Dans notre langue maternelle, pas de problème, on traite ça facilement, mais ces quatre paramètres sont hiérarchisés différemment dans n'importe quelle autre langue étrangère. Et là, l'oreille, si j'ose dire, c'est une image qui... L'oreille se prend les pieds dans le tapis. Pardon, excusez-moi, je ne trouve rien d'autre à dire. Donc l'oreille, ça veut dire que l'oreille est piégée, l'oreille est incapable de sentir la différence en langue étrangère. Un changement de hauteur est perçu comme un changement d'intensité, ou alors un changement de durée va être perçu comme un changement de hauteur. Bref, c'est l'horreur. Dès que nous sommes en langue étrangère, nous sommes réduits à ce que l'on appelle la surdité phonologique. Et la méthode verbotonale repose sur le principe de la surdité phonologique. Qu'est-ce que cela signifie? La surdité phonologique, ben, ça veut dire que nous sommes fonctionnellement sourds aux sonorités d'une langue étrangère. La surdité phonologique a été mise en évidence par Polivanov en 1932 et Trubetskoy dans les principes de phonologie. Trubetskoy, c'est le père de la phonologie. Trubetskoy, en 1938, a développé la métaphore du crible phonologique pour expliquer ce principe de surdité phonologique qui concerne n'importe quel individu. Trubetskoy dit ceci, bien finalement, nous entendons les sons d'une langue étrangère à travers le système sonore de référence constitué par notre langue maternelle. Et cela signifie que nous entendons mal certains sons, nous apprécions mal certains sons nous parviennent déformés, et même il y a certains sons que nous n'entendons absolument pas. Alors, le crible phonologique se constitue, à la limite, il se constitue dès la première année de vie du bébé.
Ben oui, puisque finalement, vers le 12e mois, les bébés vont produire exclusivement les voyelles de leur langue maternelle ou encore vont utiliser des intonations ou des structures rythmiques de leur langue maternelle. Donc dès le 12e mois, ça commence à se mettre en place. Et on peut constituer que l'intégralité du système sonore est installée chez l'individu aux alentours de la 5e année. Donc là, ça veut dire que le crible phonologique est constitué, cette espèce de surdité phonologique commence à s'installer, mais attention, jusqu'à la puberté, le crible phonologique reste encore poreux, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'intervenir encore sur ce crible. Par contre, le crible se verrouille aux alentours de 12 ans, 13 ans, donc préadolescence, mettons. Et le problème également, parce qu'il y a un deuxième problème, c'est que très précocement, ben justement à partir de 12 ou 13 ans, chez l'immense majorité des individus, il se produit un phénomène naturel de dégringolade phonétique en langue étrangère, c'est-à-dire que plus l'individu vieillit, ben moins il est sensible aux sonorités d'une langue étrangère. Là, ce sont des résultats de recherche relativement récents qui ont mis ce phénomène en évidence. Donc c'est vrai qu'on est quand même très mal quand on commence à parler de correction phonétique. Vous voyez que je vous brosse un tableau relativement apocalyptique de la chose. Mais bon, restons quand même optimistes. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, on va quand même voir concrètement comment fonctionne la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Jusqu'à présent, j'ai évoqué un certain nombre de problèmes. Là, on va entrer dans le dur, c'est-à-dire on va voir un peu ce qu'est la méthode, la MEVT, donc méthode verbotonale appliquée au français langue étrangère. Et je pense que vous allez voir maintenant deux vidéos que l'on va enchaîner l'une après l'autre. Ça sera plus facile, où vous allez voir votre serviteur moi-même en train de travailler sur deux problèmes rencontrés par un apprenant espagnol qui s'appelle Ruben. Et Ruben a un problème de U qu'il prononce OU, et il a un problème avec je qu'il prononce che. Et vous allez voir comment on va travailler en méthode verbotonale. Ça a été filmé, ça a été monté dans le cadre d'une ressource pédagogique numérique, donc ça explique la prise de son qui est bonne, le montage, etc. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le montrer. Et je crois qu'après, on a prévu un petit temps d'échange par chat. Donc, quand vous voulez, pour les deux vidéos de cet apprenant hispanophone. Ah, tu vas te régaler. Vas-y. Ah, tu vas te régaler. Ah, je le joue sur l'intonation. Ah, tu vas te régaler. 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 Et maintenant, on va se mettre en intonation un peu plus descendante. Ah, tu vas te régaler. 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 Ah, tout à fait, je me remets en intonation montante parce que là, tu l'entends bien. C'est ah, tu vas te régaler. Toujours. Ah, tu vas te régaler. Et on essaie de descendre. Ah, tu vas te régaler. 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 Impeccable. Celui-là, il est parfait. Tu le refais. Et tu vas te régaler. Oui, c'est bien, c'est bien. Là, on visait le U, hein, donc c'est excellent. Il a quel âge? Il a quel âge? Ah. Il a quel âge? Il a quel âge? Comme moi. Il a quel âge? 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 Il a quel âge?
Il a quel âge? Oui. Il a quel âge? Il a quel âge? Bien, on remonte. Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Il a quel âge? Non. Il a quel âge? Oui. Il a quel âge? 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 Oui. Il a quel âge? Il a quel âge? Parfait. Voilà, je réactive le micro, je réactive la caméra. Voilà, donc je pense que l'on m'entend. J'avais proposé qu'il y ait un petit échange chat, mais enfin, peut-être... Oula, bonjour de Londres, Sophie, bonjour de Dallas, etc. Seriez-vous d'accord pour que... Bon, je suis un prof, donc je mens comme je respire. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller au fond jusqu'à la fin, et après je suis tout à vous pour poser les questions? Il me semble que ce sera mieux, parce qu'il y a encore 2 autres vidéos qui vont arriver. Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Merci, merci. Eh bien, on y va. Et je propose qu'on enchaîne. Alors, quels enseignements peut-on tirer? Oui, ok, d'accord. Quels enseignements peut-on tirer après avoir vu ces 2 vidéos? Ceux qui connaissent la verbotonale n'ont pas dû être trop étonnés. Par contre, les personnes qui découvrent doivent se dire, mais à quoi il joue le vilain monsieur? On va essayer de traiter un peu tout ça. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la méthode verbotonale repose d'abord sur le principe du crible phonologique, comme je vous l'ai dit, à savoir, on part du principe que si l'apprenant répète mal, c'est qu'au départ, il n'a pas correctement entendu, donc il va falloir agir sur son oreille, il va falloir agir sur sa perception auditive, tenter d'affiner sa perception auditive. Je vais lire dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais dire que la méthode verbotonale repose sur une méthodologie qui est une méthodologie argumentée, qui est une méthodologie démontrée et qui est une méthodologie explicitée. Méthodologie technique, je le répète, et méthodologie encore une fois, qui n'existe absolument pas dans l'approche articulatoire. Vous avez vu également, et là je vais tout à fait à gauche, que la méthode verbotonale intervient sur une erreur donnée en utilisant plusieurs procédés de correction. Quand j'ai travaillé avec Ruben, par exemple, pour lui faire entendre le U dans tu vas te régaler, j'ai choisi de travailler sur U, j'aurais pu travailler sur te, parce qu'il avait prononcé T, et j'aurais pu travailler sur le re de régaler. Mais je ne corrige qu'une seule chose à la fois. Là, j'ai pris le U. Vous avez vu qu'en me mettant en sommet intonatif, j'obtenais le U sans difficulté. Par contre, lorsqu'effectivement j'avais des variations de hauteur plongeant vers des fréquences plus graves, il passait à nouveau à OU. En termes de diagnostic, le OU étant plus grave que le U. D'accord? Mais, et vous aurez remarqué également que j'avais une gestualité très particulière qui était censée venir en aide à Ruben, lequel Ruben, d'ailleurs, reprenait très volontiers les gestes que je faisais. Il y avait une sorte de travail en miroir. Enfin, et c'est ce qu'il y a marqué tout à fait en bas, vous voyez que le professeur qui pratique la verbotonale va toujours s'adapter à l'apprenant. L'apprenant commet une erreur, le prof diagnostique dans sa tête propose tel procédé de correction, l'apprenant réagit et est encore peut-être dans l'erreur, le prof s'adapte à la réponse faite par l'apprenant, propose soit le même procédé de correction, soit une variante possible, et jusqu'à amener l'élève à produire le son désiré. Donc il y a véritablement une souplesse dans la méthode. La méthode verbotonale également repose sur l'efficacité professorale. Efficacité professorale qui s'acquiert par l'entraînement, il faut être clair, ce n'est pas en lisant un bouquin théorique de verbotonale que vous apprendrez à faire de la verbotonale.
La verbotonale, elle s'acquiert sur le terrain, elle s'acquiert par la pratique, elle s'acquiert à coup d'essais-erreurs, hein, comme l'élève quand il apprend une langue étrangère. C'est-à-dire que même quand vous êtes un praticien confirmé, il y a des moments où, par exemple, vous n'arriverez pas à corriger l'élève, il y a des moments où vous allez vous rendre compte avec horreur que vous n'utilisez pas le bon procédé, vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une machine, vous êtes un être humain, votre élève également est un être humain. Mais cette efficacité professorale, sur quoi repose-t-elle? Elle repose d'abord sur le diagnostic. Vous ne pouvez pas être efficace si au départ, vous ne posez pas le bon diagnostic. Tant que vous n'avez pas diagnostiqué l'erreur, vous faites du n'importe quoi. À partir du moment où l'erreur est diagnostiquée, pas de problème, vous pouvez déjà dérouler des procédures de correction. Il s'agit ensuite de décider les niveaux d'intervention. Encore une fois, si je prends l'énoncé produit par Ruben A, tout va te régaler, j'ai choisi de travailler sur U au détriment de RE et au détriment de E. Il aurait fallu que je corrige E, que je le ramène vers un E. Mais encore une fois, je ne corrige qu'une seule erreur à la fois, sinon ça serait terriblement compliqué, tant pour mon élève que pour moi-même. Enfin, l'efficacité professorale repose également sur des outils qui sont fiables, qu'il faut savoir utiliser. Alors, de façon générale, la méthode verbotonale repose, il y a une boîte à outils qui contient une dizaine d'outils à peu près pour corriger n'importe quel son. 10 outils, c'est pas beaucoup, mais c'est peut-être mieux que la méthode articulatoire, ça y est, vous sentez que je ne peux même pas m'empêcher de médire là, comme ça, alors que je suis en direct. Dès qu'il s'agit de dire du mal de la méthode de l'approche articulatoire, vous me trouvez. Je vous donne l'exemple du son je que j'ai corrigé d'une certaine façon avec Ruben. Si j'avais appliqué la méthode articulatoire, voilà ce que j'aurais dû faire. D'abord, j'aurais dû travailler sur le son isolé et j'aurais dû partir de D. J'aurais dû partir de D et j'aurais dû reculer la pointe de la langue jusqu'à ce que j'arrive à obtenir une sorte de G. Voilà ce que ça donne. Après j'avale ma langue. D'abord, mais en tant qu'apprenant, qu'est-ce qui me dit à moi, apprenant, que j'ai produit le bon son je? Est-ce que je recule pas la langue trop loin, etc. Et surtout, la position de la langue est aberrante dans ce genre d'exemple, mais que vous trouvez dans certains bouquins de FLE des années 70, de phonétique du FLE des années 70. Enfin, outre les outils, bien entendu, il faut être empathique en toutes circonstances. Alors là, on aborde un point de la verbotonale qui est un point extrêmement important, généralement qui n'est pas traité dans les livres techniques de correction phonétique par le système verbotonal, parce que les bouquins techniques s'attachent surtout à travailler sur les procédures de correction. Alors que quand vous êtes sur le terrain, vous vous rendez compte que si vous êtes, par exemple, un excellent praticien, c'est-à-dire vous utilisez à la perfection les techniques correctives, mais si vous êtes quelqu'un de froid, de distant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la méthode verbotonale impose de travailler sur deux axes. Alors là, c'est du perso au point de vue terminologique, l'axe technique et l'axe relationnel. Comme je vous le disais, l'axe technique, ça repose donc sur le diagnostic de l'erreur et c'est la maîtrise de toutes les procédures de correction qui sont liées à la correction du rythme, à celle de l'intonation, à celle des sons et également à utiliser la gestualité facilitatrice. Parce que la correction phonétique nécessite l'engagement de tout le corps. Et je ne sais pas s'il y a d'anciens étudiants qui écoutent là, mais ils doivent se dire, ça y est, il va nous sortir sa phrase. La parole, c'est du mouvement. C'est certainement pas ces trucs figés que vous avez sur les schémas. La parole, ça veut dire que je bouge, et le geste est très codifié en verbotonal. Quand je bouge, je ne fais pas n'importe quoi. Si je dois, vous avez vu comment j'ai accompagné Ruben systématiquement au niveau gestuel. Et vous avez vu que, encore une fois, Ruben reprenait cela très volontiers. Donc cela nécessite de la part du praticien une maîtrise technique, mais à côté, il est très important de veiller à la relation entre le prof, le groupe et les apprenants.
Ça veut dire qu'il faut être capable de gérer l'empathie. Alors l'empathie, soyons d'accord, c'est être capable de ressentir les émotions de l'élève, de comprendre ce qu'il ressent, de se mettre à sa place. Ben, c'est important, vous savez, parce que quand vous faites de la correction phonétique, ben, vous pointez systématiquement quelque chose qui ne marche pas chez l'élève. D'accord. Vous systématiquement vous pointez un défaut. L'élève en quelque sorte, ben il est le point de mire de ses camarades. Il est un peu mis à nu devant la classe et la gêne, le stress, voire même le fait que l'élève manifeste de l'agressivité, jamais. Il n'y a jamais eu d'agressivité, mais manifeste le genre de truc. Attends, prof, fiche-moi la paix. Mais ça, il faut l'accepter. Il ne s'agit pas de se mettre en colère après l'élève. Donc l'empathie, ça veut dire je te comprends, mais ça veut dire je te laisse pas faire n'importe quoi non plus, parce que sinon, c'est carrément de la... Ah zut, je trouve pas le mot. De la démagogie. Voilà. La congruence, c'est le mot que vous avez à droite. La congruence, c'est important parce que les élèves le sentent. Les élèves doivent sentir que le prof est authentique quand il fait la correction phonétique, qu'il y croit. Faire de la correction phonétique, c'est, bah ouais, c'est mouiller sa chemise. Et les élèves voient si le prof est engagé dans ce travail de correction. Si le prof, je le répète, fait ça, mais en pensant à autre chose, les élèves le voient et les élèves vont échapper à l'enseignant. Enfin, il faut se rendre compte que la correction phonétique, que l'axe relationnel va passer également par la voix, par le regard, là il y aurait beaucoup de choses à dire, également par la proximique. Il y a une chose assez amusante, quand on fait un cours en phonétique, les élèves ont besoin que le prof ne soit pas trop éloigné d'eux. Le prof qui reste derrière son bureau, ça ne rate jamais. Les élèves disent, écoutez monsieur, je vous entends pas. D'accord? Donc il s'agit de se rapprocher, mais il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Là aussi, on pourrait développer à l'envie. Donc, cette relation axe technique, axe relationnel est extrêmement importante. Enfin, je vous avais dit tout à l'heure que la méthode verbotonale était une méthode polysensorielle. Effectivement, c'est une méthode qui sollicite l'entièreté du corps et ce que l'on appelle les vocalisations. Vocalisations, ce sont des sonorités produites par la voix. C'est comme ça qu'il faut comprendre le mot. Hein. Sonorité produite par la voix, par les vibrations des cordes vocales. Bon, ben, le corps, c'est la proprioception, c'est tout ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi-même. Ben, tiens, je suis un élève, je sens que je vais être interrogé, je commence à rougir, je commence à transpirer, je vois qu'on m'écrit, ouais, j'ai pas vu ce qu'on m'écrit. Hein, je commence à transpirer, j'ai une boule dans la gorge, etc. C'est ça la proprioception. Donc la gestualité, la proxémique également, la distance plus ou moins, la distance physique, relationnelle et physique établie avec l'apprenant, et puis les vocalisations, c'est tout le travail sur les différentes sonorités parolières, encore une fois, les différents rythmes, les mouvements rythmico-mélodiques, les sons, etc., etc. Et donc la méthode verbotonale intègre dans ses pratiques l'ensemble de ces paramètres. Ah, je pense qu'il y avait une vidéo qui devrait arriver juste après. Merci pour votre attention. Je serai heureux de répondre à ces questions, à vos questions, mais naturellement je répondrai à vos questions, mais après avoir visionné 2 autres vidéos où vous allez voir que fois que le conseiller va d'abord faire, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Encore. C'est la première fois. C'est la première fois. Ah, que j'aime ça. Donc, c'est la première fois. C'est la première fois. Et voilà. Ok, tout simplement, tension maximale. Donc là, c'est très bien. C'est la première fois. C'est la première fois. Et voilà. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. La prof. La prof. La prof. La prof. L'avait critiqué. La prof qui avait critiqué. Voilà. Alors,
critiquer. critiquer, Critiquer. critiquer. Très bien. Alors, si tu m'autorises, je vais travailler sur le tche encore un peu. Oui. Donc, tu me dis, ce qui m'intéresse, la cible, c'est te, hein, d'accord? Mais je vais conserver l'environnement, ce qui est difficile. La prof l'avait, donc, la prof l'avait critiqué. La prof avait critiqué. Voilà. La prof avait critiqué. La prof avait critiqué. Très bien. La prof avait critiqué. 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 Et là, on a le ti. Absolument impeccable. Donc là, j'ai rebranché le micro. Là, je mets la caméra. Voilà, donc là, j'ai mis le micro. Je sais pas ce que vous m'entendez. J'ai remis la caméra. Il y a plein de questions qui arrivent. Oula, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, alors, attends, je suis en train de lire. Je vais essayer de répondre. Merci. Alors, on m'a grandi. Dans le cas des apprenantes, voilà. Bon, alors, il y a beaucoup de questions là qui tournent autour de la boîte à outils. C'est quoi les outils de la méthode verbotonale? Il y a 4 questions qui sont passées là-dessus. Quels sont les outils fiables pour le bon diagnostic? Encore une question de constituer un de prononciation du FLE prioritaire selon la L1 ou L2. Voilà. Bon, effectivement, il y a des questions sur les exercices. Sur les exercices, il y en a pas mal. Ainsi que je l'ai dit sur, pardon, parce que je suis en train de préparer la réponse, ainsi que les outils. Alors, je vais d'abord répondre en ce qui concerne les outils. Bon, les outils, là, ce sont les procédures de remédiation utilisées par les méthodes verbotonales. Bon, mais si je prends par exemple de façon concrète le U que Ruben prononce OU, mon diagnostic, c'est le son et Ruben n'est pas sensible aux fréquences plus claires, plus aiguës de U par rapport à celle de OU. Il va donc falloir que j'éclaircisse le timbre. Alors pour cela, je développe les outils pour vous montrer qu'il y en a plusieurs. Je vais me mettre en intonation montante, parce que l'intonation montante, naturellement, c'est important de le préciser, éclaircit le timbre des voyelles. Je vais également utiliser une prononciation qui peut être une prononciation nuancée. Je ne l'ai pas fait avec Ruben, c'est-à-dire lui a exagéré dans un sens, tout est régalé. Je pourrais lui proposer quelque chose du genre t'es régalé, t'es régalé. Je ne prononce pas U, je ne prononce pas I, je suis quelque part au milieu. Lui a exagéré dans un sens, j'exagère dans un autre. Il y a également ce qu'on appelle les entourages facilitants. Bref, là, il faut qu'on entre dans la méthode et surtout expliquer la logique de chacune de ces procédures de correction. Rien à voir, je vous le répète, avec ce à quoi vous êtes habitués dans les manuels où il y a l'approche articulatoire. Voilà le schéma, la langue, elle est comme ça, les lèvres sont comme ça pour U, ou alors, tiens, pour faire U, tu vas partir de I et tu vas arrondir les lèvres comme pour souffler, I, etc. Ou alors tu vas... Enfin bon, je ne vais pas détailler l'articulatoire. Qui plus est, vous remarquerez que l'articulatoire part toujours d'un son qui est isolé, alors que dans la méthode verbotonale, j'ai conservé la structure de départ et par contre, j'ai fait travailler l'apprenant là-dessus. L'utilisateur n'est pas devant l'écran. Est-ce que ça me concerne? Je sais pas. Excusez-moi. Donc, là, entrer dans les procédures de correction, là, c'est déjà autre chose. Il faut entrer dans le système verbotonal
pour ceux d'entre vous qui se sentent soit maso, soit qui découvrent un univers de perversité auquel ils s'entendaient pas, vous allez voir dans le blog Au son du fleu et vous allez découvrir le paradis de la verbotonale en termes de procédure de correction. Une autre question, enfin, il y a même eu d'autres questions là-dessus, y a-t-il des exercices à recommander? Alors, le gros problème de la méthode verbotonale, c'est que, effectivement, il n'y a pas de matériel de correction phonétique estampillé verbotonal. Pourquoi? Ben parce que c'est au prof à préparer son propre matériel en fonction du groupe avec lequel il travaille. Alors, ça peut être un groupe monoculturel, ça peut être un groupe multiculturel, peu importe, mais quand on prépare des phrases, quand on essaie toujours de le faire en fonction de l'histoire du groupe, de ce qui s'est passé, de certains petits moments amusants, etc. Bref, on fournit le matériel à la carte, et quand on est un peu entraîné à ça, ça n'est pas si difficile que ça de produire ses propres phrases, ses propres outils. En même temps, ça plaît aux élèves. Ça plaît aux élèves qui voient quand même que le prof leur propose pas le matériel complètement aseptisé, des méthodes avec je disais tout à l'heure, des phrases décontextualisées. Le prof propose des énoncés en fonction de leur vécu et il y en a qui apprécient relativement ceci. Alors, une autre question qui était vraiment intéressante, c'est une question qui est très longue, c'est faut-il prévoir des exercices, par exemple des phrases, faut-il préparer des phrases correctives en fonction de la langue parlée par les élèves? Quelque part, oui, bien sûr, c'est mieux. Mais encore une fois, les erreurs produites par vos élèves, vous pouvez les anticiper. Vous savez que les arabophones vont produire tel type d'erreur, les allemands tel type d'erreur, les russophones tel type d'erreur, hispanophones également. Donc là, vous pouvez déjà prévoir un certain nombre de phrases. Vous allez mettre les sons dans ce qu'on appelle des positions optimales. Là, vous savez que vous obtiendrez le bon truc pour les corriger. Il y aura aussi quelques petits énoncés pièges, histoire de tester le degré de résistance et le degré de progression de l'apprenant. Vous voyez, il y a plein de choses à faire de ce côté-là. Alors, problème, il y a pas mal de langues dans le monde qui n'ont pas été investiguées encore. C'est la majorité des langues du monde. Mais je vous signale, je ne sais pas s'il y aura j'ai dû l'indiquer en bibliographie, le superbe bouquin de Sylvain Deté et Isabelle Racine sur les langues, le français dans le monde. C'est un bouquin qui est paru chez Clé International en 2017, où vous avez les systèmes d'erreurs attendus, ainsi que les systèmes phonologiques d'une bonne soixantaine de langues. Ça, je pense que pour un prof qui démarre en correction phonétique, c'est un livre qu'il faut impérativement avoir. Voilà. Je ne sais pas si je peux encore prendre des questions, puisque je vois. Quelqu'un me le dit? Je ne sais pas s'il faut arrêter, je suis parti, donc c'est l'utilisation du chant. Ah, le chant, bof, pourquoi pas? Avec le chant, ça peut rapprocher énormément les gens. Attention, la voix parlée et la voix chantée sont deux univers complètement différents. Mais le chant, pour la mélodie, pour créer cette espèce de communion de groupe, de travail de cœur qui est quand même important en correction phonétique, je ne suis absolument pas opposé parce que le chant, c'est d'abord de l'affectivité. Et encore une fois, la verbotonale repose beaucoup sur l'affectivité. Voyons. Est-ce que je continue? Attends. Si on peut me faire défiler. Si je peux toujours prendre des questions, vous me le dites. Tac. Ah, une question amusante, mais sympathique. Bonjour Delande. Question, une idée reçue donne les Français réfractaires à l'apprentissage des langues étrangères. Est-ce une question de surdité phonologique ou culturelle? C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posée. C'est à la fois une question de surdité phonologique et à la fois une question culturelle. N'oubliez pas que le français était quand même la langue parlée dans le monde. C'était la langue dominante au XIXe siècle notamment. Et on en a conservé quand même certaines mauvaises habitudes du genre, nous autres les Français, tout le monde devrait nous comprendre. Soit dit en passant, c'est exactement ce que font les Anglais actuellement. Un Anglais vous dira, mais pourquoi je vais apprendre une langue étrangère? Pas la peine, tout le monde parle anglais. Donc il y a cette espèce de paresse culturelle qui s'installe dans les cultures où la langue véhiculaire, en quelque sorte, a dominé.
le siècle. D'accord, 19e pour le français, 20e pour l'anglais. On va voir ce qui va se passer au 21e. Alors, y a-t-il également des raisons culturelles? Ben, quelque part, oui. Mais alors là, je m'engage dans un terrain très, très, très glissant. Il y a des expériences de quelqu'un qui est un charlatan, soyons très clairs. Mais je ne peux pas prononcer son nom parce que il a des avocats extrêmement vindicatifs, qui va vous dire voilà, les fréquences selon les langues seraient différentes. Il n'a pas tort, bien que ce sont des expériences qui n'ont, enfin, pardon, ces affirmations sont des affirmations qui n'ont jamais été prouvées par la moindre étude, par la moindre recherche, mais dans dans ce qui circule sur Internet, sur les fréquences différentes d'une langue à l'autre, on voit que les fréquences du français, donc ce qu'on appellera les fréquences optimales du français, là où il est censé bien entendre les sons, ben ce sont des bandes de fréquences très 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 réduites. Elles n'ont rien en commun avec les fréquences optimales de l'anglais, toujours selon le même auteur, qui n'est absolument pas un verbotonaliste. Mais en plus, on voit que les bandes de fréquences de l'anglais et du français sont sur deux plages qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ceci peut expliquer pourquoi les Anglais ont une si mauvaise prononciation en anglais, en français, et les Français ont tellement de difficultés. Mais là, je crois que l'heure tourne. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cela vous a intéressé, que vous allez vous intéresser à la verbotonale. Et je vous dis au revoir. Et merci encore à l'équipe de la Maison des Langues. Bonne soirée.